Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. La tenue des élections présidentielles et législatives devenue de plus en plus hypothétique ici, en République démocratique du Congo, en tout cas, selon le délai constitutionnel. Vous l'avez certainement appris, le président de la Commission électorale nationale indépendante compte déposer une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander un certain délai pour essayer d'organiser au mieux la tenue de ces différents scrutins. Nous en parlons dans le cadre de cette émission qui sera également consacrée à la rentrée parlementaire effective depuis le 15 mars prochain, et le 15 mars dernier, je voulais dire, une rentrée éminemment politique pour le président de la Chambre basse du Parlement. Nous passons toute cette actualité en revue avec quelqu'un que vous avez pris l'habitude de voir dans le cadre de cette émission. Madame, Messieurs, retrouvez avec moi ce soir Thierry Mosenepo, président national de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais unis. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Nouvellement nommé communicateur de la majorité. C'est la récompense d'un travail bien fait, vous pensez? Bien entendu, vous savez que dans notre pays, c'est la méritocratie qui compte. D'abord, c'est sur proposition de mon parti, c'est la Convention des Congolais unis qui a présenté mon nom et raison pour laquelle ça a été accepté par le communicateur, par le porte-parole de la majorité présidentielle, M. André Alain Toundou. Donc voilà que nous sommes maintenant en train de travailler en synergie pour apporter des éléments clairs dans la communication de la majorité présidentielle. Vous n'êtes pas en train de faire de l'ombrage à votre autorité morale quand même? Pas du tout. Vous savez que l'autorité morale de notre parti, c'est d'abord de son souffle que nous respirons politique. Et que c'est par rapport à ça et à ces orientations que nous en sommes là où on est. C'est le soutien indéfectible qu'il a apporté à la Ligue que je dirige depuis peu, qui a fait ses marques jusque-là. Donc, et en plus, comme je venais de vous le dire, c'est la proposition du parti, donc une signature de lui-même l'initiateur par rapport aux compétences qu'il a jugées que nous présentons. Voilà. Et au niveau du parti, si ça pose pas de problème au niveau de l'autorité morale, mais au niveau du parti, vous venez à peine d'intégrer un parti. Il y a ceux qui sont là depuis des années. Il y a des militants de première heure qui n'ont pas ces opportunités. Ça risque que ça ne vous crée pas de problème. Comme vous avez, comme à l'habitude de le dire l'initiateur du parti, au sein de la Convention des Congolais unis, il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de nouveaux, il y a des militants. Les personnalités de notre parti politique se distinguent par rapport à leur travail. Pas du tout par rapport à une ancienneté ou par rapport à des affinités quelconques, ce n'est que sur base du travail et de leur militantisme. Voilà, vous pensez que vous travaillez mieux que les autres, voilà pourquoi je ne suis pas en train de dire que je travaille plus que les autres, parce que d'abord il faut savoir que le travail d'un parti, c'est un travail de groupe. Un parti, c'est comme une fourmilière. On ne peut pas dire qu'on est plus que tel ou tel autre, mais tous mettons la main à la pâte pour arriver au résultat. En quoi consiste le travail d'un communicateur de la majorité? Parce qu'on en a vu, on en voit, il y a un qui sort à gauche, un autre à droite et parle au nom. Comment vous êtes organisé? En quoi consiste le travail d'un communicateur de la majorité? C'est différent du porte-parole de la majorité et c'est différent du porte-parole du gouvernement? Bien entendu, le porte-parole du gouvernement, il est là pour donner les positions de l'exécutif de notre pays en ce qui concerne les axes et les actions qu'elle mène. Au-delà de cela, pour le communicateur de la majorité, c'est justement de faire le relais de ce qui a été décidé au niveau du bureau politique et des positions que prennent le regroupement politique par rapport à des enjeux de l'heure. Et bien entendu que cela est coordonné par le porte-parole lui-même, qui est le patron des communicateurs. Vous avez l'impression qu'il y a des failles au niveau de la communication de la majorité? En tout cas, certains vous reprochent que la majorité communique mal. C'est un problème d'homme ou... Je pense que c'est plutôt un problème de point de vue. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de point de vue. Autant qu'il y a de ceux qui pensent que la majorité communique mal, il y a d'autres, je dirais même une majorité, qui pensent que la communication maintenant de la majorité, surtout avec l'ambassadeur Atundu, a été haussée et ça a été beaucoup plus amélioré. Vous devez savoir aujourd'hui que dans la configuration actuelle de notre société, il est important que nous puissions apporter l'information, la vraie, pour lutter contre la désinformation qui de plus en plus prend de l'espace dans nos sociétés.
raison pour laquelle il est maintenant beaucoup plus fédéré, la question de la communication au niveau de la majorité, pour permettre à ce que les populations puissent être informées de la position du regroupement du chef de l'État, du regroupement politique du chef de l'État par rapport aux enjeux de l'heure. Quelle est la particularité que vous comptez apporter dans la communication de cette majorité? Vous savez qu'en moi ne circule que le sang de la Convention des Congolais Unis, donc tout en faisant partie de la majorité, je parle là de mon parti, nous avons notre identité propre. Et notre manière de communiquer, bien sûr, doit rester dans les strictes lignes données par le porte-parole de la majorité, mais bien entendu, nous gardons notre originalité de Convention des Congolais Unis qui se base spécialement sur des thèmes nationalistes, sur une orientation qui va dans le sens de l'éveil des citoyens congolais pour qu'ils puissent se dire que la patrie d'abord et tout après. Alors on revient, je le disais tout au début de cette émission, c'est cette communication faite à l'étranger. Je vous rappelle, vous êtes nouvellement communicateur de la majorité, mais vous avez également évolué dans la presse. Comment réagissez-vous quand vous voyez le président de la CENI faire une telle annonce d'une requête, d'amorcer une requête au niveau de la Cour constitutionnelle, mais le faire auprès des chaînes étrangères? Vous analysez ça comment? Bon, écoutez, vous devez savoir qu'aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des déclarations qui peuvent se faire en dehors même des kilomètres de votre pays. Vous avez appris dernièrement que c'est pratiquement loin de la capitale gabonaise que le président Ali Bongo a parlé de sa candidature pour ces élections qui approchent dans son pays. Donc, comprenez par là que ça n'a rien à voir avec un manque de reconnaissance de la souveraineté du pays ou pour minimiser la chose que l'on apporte dans les médias, mais c'est plutôt une tactique qui fait que lorsque l'on se trouve quelque part et qu'il ait le besoin de communiquer sur la chose, on le fait. Vous voyez-vous, par exemple, quelqu'un comme François Hollande parler de la politique intérieure de son pays avec les médias congolais? C'est un paradoxe. Apprenez, madame, que comme vous parlez de François Hollande, qui a eu une grande décision qu'il a eu à prendre, c'était lorsqu'il était en visite en Chine. C'était par rapport à ne pas donner les Mistral commandés par la Russie. C'est une question importante pour son pays, puisque la Russie menaçait à l'époque par rapport à cela de porter plainte, mais ça a été fait depuis la Chine, avec des médias chinois d'abord en premier rang. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de le faire en dehors du pays ne minimise en rien les médias de votre pays d'origine, ça ne minimise pas l'importance de ce que vous dites. Mais il y a cette guerre médiatique, il ne faut pas qu'on se leurre. Et vous parlez du porte-parole du gouvernement, très récemment il a eu à fustiger le comportement de certains médias occidentaux, mais quand on leur réserve la primeur, et c'est pas la première fois qu'on le voit avec les autorités congolaises, admettons qu'il y a quand même un paradoxe. Je ne pense pas qu'il y ait eu primeur, parce que le président de la CENI s'est déplacé avec des médias nationaux. Donc ça veut dire que les médias de notre pays étaient représentés lors de cette déclaration. Donc il n'y a pas question de primeur. On revient sur le contenu de ce qu'a dit Corneille Nangaa. Il n'est pas en mesure, c'est pratiquement impossible d'organiser les élections, surtout présidentielles et législatives, conformément à la Constitution. Ça y est, Nangaa vient de consacrer le glissement. Je ne pense pas que le président de la CENI a consacré le glissement, raison pour laquelle il s'en est remis à la Cour constitutionnelle. C'est l'organe suprême en ce qui concerne l'interprétation de la loi fondamentale de notre pays. Donc sur base de cela, je pense que toutes les parties prenantes au processus électoral de notre pays devront prendre leur mal en patience et attendre réellement que le président de la CENI puisse introduire cette requête, en voir le contenu et ensuite attendre l'arrêt de la Cour qui serait une vraie orientation par rapport à la politique qui consisterait dans ce processus électoral. Il faut dire que si la Cour constitutionnelle arrivait à donner gain de cause à Nangaa, ça ferait quand même les affaires de la majorité qui tient mordicus à ce que Joseph Kabila rempile à nouveau. Je pense que c'est une erreur. C'est se baser sur des rumeurs qui sont portées par des personnalités qui malheureusement... Des rumeurs qui de plus en plus prennent corps. Prennent corps par rapport à quel élément? Par rapport à ces convois, par rapport aux agissements de certaines institutions, on en parlera. Quel agissement? Aujourd'hui, le gouvernement est suffisamment en train de soutenir l'action de la CENI en ce qui concerne le processus électoral. Aujourd'hui, les autorités du pays sont en train d'appeler les acteurs politiques et toutes les forces vives à se mettre ensemble pour discuter, pour que rapidement il soit levé des options politiques qui feraient en sorte que la léthargie que l'on constate sur des points précis concernant le processus électoral puisse être levée. Cela démontre
qu'il y a réellement une volonté d'aller de l'avant. Mais par contre, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine opinion, surtout au niveau de l'opposition, qui soutient Mordicus réellement, qui a un glissement en vue, qui a une préparation d'un troisième mandat, mais sans apporter les preuves et des éléments précis. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, que l'on puisse prendre l'action de la CENI pour une action de la majorité? Et pourtant, nous savons tous que la composition actuelle de la CENI donne corps à tout bord politique de notre pays. Il y a l'opposition, la majorité, la majorité, quand on arrange la majorité, c'est un faux débat. On a vu avec le G7, quand ça n'arrangeait pas la majorité, on a vite demandé à ce que les gens puissent débarrasser le plancher. Non, madame, quand même. sur ce point de vue-là, il faut être sérieux et conséquent. Lorsque vous vous dites que vous n'êtes plus, que vous ne faites plus partie de ce regroupement politique, assumez alors que les postes de responsabilité que vous portez pour compte de ce regroupement puisse vous être retiré. C'est clair, c'est une question de logique. Et c'est aussi en respectant les lois. La loi qui fixe justement le fonctionnement de la CENI prévoit ça. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, il y a un poste prévu pour la société civile au niveau de la CENI, qui est occupé par un animateur et que cet animateur quitte la société civile pour appartenir à un parti politique de la majorité de l'opposition, automatiquement il perd sa place. C'est logique, ça n'a rien à voir avec une appropriation de la CENI comme certains le pensent. Certains le pensent peut-être avec raison quand on voit que tout ce que la majorité dit est considéré comme une parole d'évangile au niveau de la CENI. On se pose la question si cette CENI n'est pas inféodée quand même. Le dernier cas en date, c'est cette histoire avec les bureaux où les candidats gouverneurs, on a vu que la CENI a carrément servi de caisse des résonances de la majorité. Madame, si vous dites ça, c'est que vous êtes aussi en train de dire que le MLC fait partie de la majorité. Et pourtant, le MLC aussi a écrit pour l'invalidation de certains candidats. Il y a eu cette lettre en amont d'abord, avant qu'on arrive au niveau de la... Il y a eu cette lettre de la majorité présidentielle en amont. Je crois que la CENI tient compte des inscriptions sur base des partis politiques, des regroupements politiques, et ainsi des injonctions que des politiques. Indépendants. Non, non, madame. Vous devez savoir que lorsque vous êtes membre d'un regroupement politique ou d'un parti politique, vous pouvez aller en indépendant, mais à condition, pour que la CENI accepte votre candidature, à condition qu'il n'y ait pas une lettre contredisant votre position venant de votre regroupement politique ou de votre parti politique. Mais lorsque vous allez en indépendant et que vous continuez à être membre de ce parti politique ou de ce regroupement, mais vous allez en indépendant et que votre regroupement ou ce parti politique écrit à la CENI, vous êtes invalidé. C'est la loi. Hein, comment vous arrivez à chercher? Ce n'est pas flou, madame. Je donne un exemple. Lorsqu'on cherche à établir la démocratie, il faut que les règles soient respectées. C'est fou comment on peut compliquer la situation. Non, madame, ce n'est pas compliqué. Madame, ce n'est pas compliqué. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, madame. Si vous voulez aujourd'hui allez en indépendant, mais c'est clair, prenez vos responsabilités, démissionnez de votre regroupement politique ou de votre parti politique. En ce moment-là, la CENI n'aura pas de raison de vous invalider sur base de ce que le parti pourrait écrire. Vous serez libre. Mais comment, ça c'est de la supercherie, comment accepter que vous êtes à la fois d'un parti politique, ce parti politique fait un choix sur un autre candidat par rapport à des stratégies ou à un plan précis, mais vous allez derrière en indépendant pour créer quoi? Le flou ou pour créer une dichotomie qui va justement créer le désordre? Au nom de la liberté de conscience, apparemment, au niveau mais de madame, la majorité, il n'y en a pas. La liberté de conscience en appelle aussi à... C'est cette majorité qu'on a toujours décriée de mécanique, on dit amen à tout ce qu'on dit. Mais vous êtes libre de conscience et de mouvement. Je vous vois toujours à bord de votre voiture respecter la bande. Est-ce que c'est puisque vous êtes libre que vous allez prendre une bande contraire dans la route et dire ensuite, si on vous arrête, que le pays est dans la dictature? Ça n'a pas de sens. Revenons un peu très rapidement dans ce chapitre. Quand on sait que la famille politique MP n'avait pas existé avant les élections, c'est pendant la législature qu'on est arrivé à mettre sur pied cette famille présidentielle. Mais comment reprochez-vous, comment la MP aujourd'hui peut reprocher à certains d'aller en tant qu'indépendant dans un scrutin? Non, madame, c'est quand même assez contradictoire. Non, il faut maintenant voir au niveau de la CENI quels sont les regroupements et les partis politiques qui ont été retenus sur base de ce qui a été envoyé par le ministère de l'Intérieur. Ça n'a rien à voir avec en amont ou en aval. C'est à ce moment-là qu'il faut voir les choses. C'est par rapport à cela qu'il faut voir les choses. Alors, vous qui savez exactement que tel regroupement a été reconnu et retenu au niveau des institutions, mais vous allez délibérément en indépendant,
en contradiction avec votre famille politique, attendez voir les conséquences. Hormis cette lettre considérée par certains comme une injonction de la majorité à la CENI, on a eu une injonction, c'était une injonction par rapport à ces candidats. Ça n'a rien à voir avec la CENI. Il y a eu certaines irrégularités que d'autres ont eu à décrire. Par exemple, des commissaires spéciaux qui n'ont pas eu à démissionner avant de déposer les candidatures que la CENI a quasiment cautionné comme ça. On se dit, mais cette CENI, si elle n'est pas inféodée, qu'on trouve un autre nom. Non, madame, il faut savoir une chose. La CENI a des critériums précis en ce qui concerne la prise en compte. Qui ne doivent pas aller en l'encontre des lois du pays. Madame, s'il vous plaît. En ce qui concerne les candidatures, la CENI n'est pas là pour vérifier que madame Élisée Odia est encore fonctionnaire ou pas. Ce n'est pas dans les critériums de la CENI. Si vous lisez les critères de la CENI pour valider ou invalider une candidature, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la cessation d'être fonctionnaire ou quoi que ce soit. Ça, c'est de un. Deuxièmement, mais c'est un principe et pourtant qui est réel et qui doit dicter. Deuxièmement, en ce qui concerne les commissaires spéciaux, ils sont hauts fonctionnaires, c'est vrai, mais ils jouissent d'un statut spécial. Un statut spécial par rapport au moment où ils ont été choisis et par rapport à la logique qui les a emmenés à ces fonctions sur base de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous avez, la majorité a carrément raflé tous les bureaux des assemblées provinciales de nouvelles provinces. Ça y est, quoi, vous aurez quasiment à diriger toutes les nouvelles provinces. Ça vous arrange. Mais écoutez, madame, est-ce que c'est un péché lorsque les gens font le choix sur une formation politique? La démocratie n'est-elle pas bradée? Madame, comment pouvez-vous parler de la démocratie qui est bradée alors que le choix a été fait librement? Comment expliquez-vous alors que pratiquement... Malgré les soupçons de corruption qu'on a entendus ça et là, des différentes pressions, des injonctions, vous pensez que c'est une manière assez saine de conquérir le pouvoir? Non, madame, heureusement que vous parlez des soupçons. Donc ce n'est pas du tout avéré. Ce ne sont que des soupçons qui se basent sur des procès d'intention inutiles. D'accord, la justice ne se donne pas la peine de récupérer ces affaires, de récupérer toutes ces accusations pour en faire un procès. Ça pose aussi problème. Hein. Madame, justement, la justice ne s'est jamais mêlée des rumeurs. Sinon, les magistrats et les procureurs n'auront plus rien à faire parce que les rumeurs, ça court les rues dans le monde aujourd'hui. Sinon, ça sera terrible. Mais des accusations, on a entendu de gens crier haut et fort. Est-ce que, posez la question, vous êtes journaliste, posez la question à la personne qui crie haut et fort, est-ce que vous avez porté plainte avec des éléments précis? Le magistrat ne peut pas attendre qu'on porte plainte, il peut se saisir de l'affaire. Bien entendu, madame, lorsque les faits prouvent qu'il y a eu réellement entorse à la loi. Mais lorsque ce ne sont que des rumeurs et des supputations, encore que c'est porté par des spécialistes de la rumeur, s'il vous plaît. Des spécialistes, qu'entendez-vous par spécialistes de la rumeur? Mais madame, nous les entendons chaque jour ici, des rumeurs à tout vent. Des rumeurs sur un troisième mandat, sur des complots contre la République, fomentés à Kingakati et tout ça. Mais lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous avez participé à une réunion stratégique où on dit qu'il fallait un troisième mandat? Non, non, mais nous avons vu mais dans les yeux... Mais quand ça vient des personnes qui ont été à l'intérieur, on se dit, il y a quand même à se poser des questions. Quand ça vient d'une frange des personnalités ayant évolué à l'intérieur, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment faux? Mais madame, lorsqu'une personne écrit un livre, elle est libre, encore que cette personne est un éminent professeur. Mais nous n'avons pas interdit, par exemple, à un ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga de dire que le président de la République est une bénédiction pour ce pays, est un élu de Dieu. On ne l'a pas interdit de dire ça. Et aujourd'hui qu'il dit le contraire, on n'interdit pas. Voilà. Mais vous l'interdisez quand même de circuler librement. Il y a ce problème de restriction de la liberté de mouvement, d'expression, décrié récemment également par les différentes ONG internationales. Ça pose problème au niveau de la démocratie ici au pays. Madame, d'abord, je voudrais dire ici que je peux personnellement mettre à défi quiconque de me prouver que ici, prenons ne fût-ce que la sous-région de l'Afrique centrale où se trouve la République démocratique du Congo, qu'il y a un seul pays où il y a une telle liberté d'expression et de mouvement comme en République démocratique du Congo. Je signale qu'il y a 18 jeunes qui viennent d'être arrêtés à Lucha. Je viendrai à cela, madame. Je vous informe qu'il n'y a pas très longtemps, une dame a été même accusée de terrorisme seulement parce qu'elle a critiqué la manière dont était gérée la question du génocide rwandais. Vous comprenez qu'ici, en République démocratique du Congo, la joute oratoire à laquelle on assiste, dans d'autres pays, mais il y aurait des morts et des assassinats. Et même des emprisonnements. Mais le Congo, c'est justement le pays où on remarque qu'il y a une liberté d'expression qui dérange même les autres pays. Lorsque vous entendez ces ONG
ainsi que le Bureau conjoint des droits de l'homme, dire qu'il y a réellement un problème de droits de l'homme au Congo. Mais ils n'étayent pas ça par des faits. Le partenaire de ces institutions, c'est le gouvernement. C'est au gouvernement de pouvoir assurer justement le respect des droits de l'homme. Mais lorsque ce gouvernement, par l'entremise de son ministère de la Justice et des Droits humains, vous demande de pouvoir donner des éléments précis, vous n'en donnez pas. Mais ça signifie quoi? Vous êtes sur la défensive, vous attendez que les autres vous ramènent, on n'a pas besoin de tout ça. Non, on n'a pas besoin que les autres ramènent. Le gouvernement aussi travaille dessus. La preuve, aujourd'hui, en ce qui concerne la violence faite aux femmes, il y a près de 4000 hommes de troupes qui sont sous les verrous. Est-ce que le gouvernement a entendu le bureau conjoint? S'il vous plaît, madame, est-ce que le gouvernement a attendu le bureau conjoint pour en arriver à ça? Une année comme ça, sans procès. Une année comme ça, c'est pas... Venons aux jeunes de la Loucha, madame. Il faut savoir que nous sommes dans un pays respectable. Le Congo n'est pas un pays bananier. Pour que l'on puisse nous asséner de reproches, là où, dans d'autres pays qui se disent démocratiques comme nous, on se permet même d'aller au-delà de ce que fait la justice congolaise. Ici, dans notre pays, nous avons des lois. Nous avons des dispositions qui demandent à ce que des organisations et des organismes puissent se faire identifier. Lorsque vous me parlez de la Loucha, elle est identifiée où, madame, s'il vous plaît? Est-ce que vous trouvez normal, au XXIe siècle, qu'il y ait des jeunes, même si leur cause c'est pour emmener tout le monde au paradis, est-ce que ça leur donne le droit de pouvoir fonctionner sans se faire enregistrer par les services de l'État? La sanction, c'est ce qu'ils attendent, sauf qu'il n'y a pas de procès qui est organisé. Non, là je parle d'abord de la Loucha dont vous avez fait allusion. Ça c'est de un. Deuxièmement, madame, lorsque vous êtes en train d'inciter la population au désordre et à la désobéissance, sans pour autant qu'il y ait une légitimité dans ce que vous revendiquez, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est à la justice de trancher. Cette justice, elle est lente. Une année, 2 ans pour certains qui ne sont pas encore jugés. Il n'y a pas de prononcé de verdict. Ça pose problème, justement. Mais madame, la première démocratie au monde, c'est depuis quand que Barack Obama a demandé que Guantanamo soit fermé? Et que les éléments... S'il vous plaît, madame, non, s'il vous plaît, madame, c'est pour vous expliquer, non, madame, c'est pour vous expliquer que la justice, elle est indépendante et elle fonctionne à sa manière. Ici, il n'y a pas qu'à de demander au gouvernement de dire à la justice, je veux que vous me terminiez cette affaire dans 2 ans. Je vous ai dit que l'homme le plus puissant du monde, Barack Obama, a demandé à ce que Guantanamo soit fermé, mais je vous informe que depuis son accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on peut attendre pendant 2 ans, 3 ans et il n'y aura toujours pas de procès. Je ne suis pas en train de dire ça, donc, je suis en train de vous expliquer. La lenteur de cette justice congolaise ne vous dérange en rien. Là où vous vous trouvez de la lenteur, moi je vous dirais que la justice est en train de travailler pour rassembler des éléments, peut-être même à décharge sur ces jeunes. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de voir les choses en noir? C'est pas nous qui voyons, nous présentons les faits. Nous avons l'impression que le spectre que vous utilisez pour présenter les faits est déjà biaisé. Ça dépend de quelle partie on se trouve. Nous présentons les faits et les faits que nous voyons, c'est que ça fait un bon bout de temps que ces jeunes sont emprisonnés et qui ne sont pas toujours jugés. Et là, ça pose problème quand même au niveau de l'appareil judiciaire. Et la justice n'a rien à voir avec le gouvernement. On revient sur la rentrée parlementaire qui a eu lieu le 15 mars dernier en République démocratique du Congo. On commence par le discours quand même du président du Sénat, un discours éminemment scientifique, diront certains, axé sur la Constitution. Vous, de là où vous étiez, comment avez-vous analysé ce discours de Kengo? Bon, écoutez, au niveau de la Convention des Congolais Unis, où nous avons scruté, nous, à la Ligue, les dires du président du Sénat, nous avons salué en lui un homme très proche des lois et textes. On a relevé en lui cette aptitude qu'a toujours eu l'honorable Léon Kengo Adondo en ce qui concerne l'interprétation des textes et le fait qu'il soit constitutionnaliste. Cela prouve à suffisance que dans notre pays, il y a des éminences grises. Au-delà de cela, certains sont en train de penser que ce discours est un discours provocateur, mais nous, on ne pense pas ça dans ce sens. Parce que lorsque l'on analyse ce discours, d'abord, il faut le contextualiser. Le contexte, comme l'a dit d'entrée de jeu lui-même, l'auteur de ce discours, il dit clairement qu'il le fait dans le cadre du 10e anniversaire de la Constitution. Raison pour laquelle il fallait nécessairement, d'une part, faire une autopsie de ce qu'a été notre loi fondamentale, mais au-delà de cela, voir au regard de cette loi quel a été le travail abattu par le Sénat. Premièrement, en ce qui concerne la loi, on se rend compte
très vite que le président du Sénat félicite les Congolais d'avoir créé un instrument qui permet aujourd'hui de stabiliser le pays. Et qu'au-delà de cela, cette constitution a des nouveautés que certaines vieilles démocraties n'ont pas, comme par exemple le fait qu'il y ait la possibilité de la participation des organisations de société civile dans la gestion du pays. Ça, c'est des avancées que même la constitution qui est bicentenaire des États-Unis n'a pas. Au-delà de cela, il s'est posé des questions sur des limites de notre Constitution. Par exemple, en ce qui concerne la manière dont le président de la République devait être responsable devant le Parlement, alors qu'il est élu en suffrage universel. Par exemple, en ce qui concerne la participation de ces institutions citoyennes ou appelées les institutions d'appui à la démocratie dans la gestion du pays. Tout cela, chacun peut l'interpréter de sa manière. D'autres peuvent penser que le président du Sénat en a appelé à un référendum. D'autres peuvent penser, c'est vrai, qu'il a juste fait l'autopsie. Et en ce qui concerne la gestion du Sénat, il s'est félicité du fait que le Sénat ait pu faire un travail que lui a jugé à peu près de 85%. Et vous, comment vous jugez le travail du Sénat? Je pense que le Sénat a bien travaillé, il faut le dire. Parce que le nombre de lois qui a été voté au niveau de la Chambre haute, ça a vraiment été un marathon par rapport au temps. Ils sont là 9 ans avec les mêmes têtes, c'est normal quand même. Après. Exact. On prend, quand Kengo dit nous avons une constitution stable, démocratique et complète. Ça vous renvoie à quoi? À quoi est-ce que vous pensez quand il fait cette affirmation? Bon, écoutez, d'abord, il faut savoir que la constitution, surtout de la République démocratique du Congo, qui donne pratiquement, comme l'a dit le président du Sénat, il y a près de 50 articles qui consacrent les libertés des individus. C'est une avancée significative et c'est cela même le socle de la démocratie. Lorsque les lois sont plutôt objectives et en plus placent l'homme au centre de tout, c'est une avancée significative. Au-delà de cela, que notre constitution soit stable, c'est pour justement montrer et démontrer à ceux qui sont en train de dire chaque jour que la constitution est violée, qu'il n'en est rien. Parce que la stabilité de la loi des lois ne peut se traduire que par le respect. La stabilité, c'est pas au niveau de la violation, c'est au niveau peut-être d'un changement. C'est aussi par rapport aux violations. D'un probable changement. Non, c'est aussi par rapport aux violations. C'est aussi par rapport aux violations. Ce n'est pas seulement par rapport au changement en vue, non, c'est par rapport surtout aux violations. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les institutions, les acteurs qui dirigent notre pays respectent la loi des lois. Une constitution complète, à votre avis, Kengo peut-être faisait allusion au fait qu'on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit et que c'est une constitution adaptée au contexte et à la nation congolaise. Bien entendu, mais lorsque vous regardez aussi les questionnements que se pose le président du Sénat et lorsqu'il paraphrase certaines réalités d'autres pays en faisant allusion au référendum, vous comprenez qu'il ouvre une brèche et que d'autre part, il fait des analyses. Il y a une brèche dont vous vous servirez bien au niveau de la majorité, on parle du référendum, bien entendu. Non, madame, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que le référendum, qui est un acte démocratique, qui est un acte qui permet au peuple de s'exprimer directement, que ce soit une instrumentalisation de la majorité. Pas du tout. C'est un acte démocratique. C'est un instrument que détient le peuple face à des questionnements précis, face à des actions précises, d'ailleurs, qui sont fixées par la loi des lois. Donc il ne faut pas ici attribuer cela à une famille politique. Il faut l'attribuer exclusivement à une pratique démocratique. Contrairement à Kengo, Minako, lui, a plus axé son discours sur le dialogue. On l'a dit au début de l'émission, le président du Sénat parle d'une session éminemment politique. Il se projette déjà aux résolutions du dialogue, alors que 4 mois après que le président ait convoqué et appelé à la mise sur pied de ce comité préparatoire, rien n'est toujours fait. Et il parle au dialogue. Vous pensez que c'était un discours qui tombait à propos par rapport au contexte actuel du pays? Je ne pense pas qu'il y ait eu contradiction dans les propos tenus par le président de l'Assemblée par rapport à ce qui a été dit avant lui par le président du Sénat. Je dirais plutôt qu'il y a eu même une complémentarité. Parce que le président de l'Assemblée nationale s'est plutôt apaisanti sur l'homme politique, de sa responsabilité face à la stabilité de la nation. En tant que président d'une institution, il devait être au-dessus de la politique peut-être, être plus un homme d'État. Je ne pense pas que ce discours ait été politique, c'est un discours réaliste. Puisqu'aujourd'hui, madame, qui peut aujourd'hui, permettez-moi ce pléonasme,
de se dire capable de garantir la sécurité des citoyens, si ce n'est d'une part le gouvernement et d'autre part les acteurs politiques. Lorsque le président de l'Assemblée nationale en appelle au nationalisme de chacun, en appelle à la responsabilité de chacun, en leur demandant de pouvoir s'associer à tous pour aller vers ce dialogue convoqué par le chef de l'État, en demandant aux élus du peuple, qui sont réellement l'émanation même de ce peuple, de pouvoir être prêts, d'une part, pour répondre rapidement là où les choses ne seront pas claires, et d'autre part, être prêt à pouvoir rendre légitimes et légales les résolutions qui proviendraient de ce dialogue. Mais cela n'est pas du tout politique, c'est réaliste. Quémandeur du dialogue, ça fait plus d'une année que ça dure. On sent que la majorité est carrément en train de commander ce dialogue qui tarde. Mais plus ça tarde, plus d'aucuns pensent que ce dialogue est en train d'être vidé de toute sa substance. On vient de l'apprendre, on l'a dit, le président de la CENI est en train de dire qu'il est dans l'impossibilité d'organiser des élections dans le délai. Mais de l'autre côté, on voit que le gouvernement est en train de s'acquitter de ses différentes tâches, notamment en octroyant ce qu'il faut à la CENI. Mais on se dit de quoi allons-nous parler dans ce dialogue qui n'a plus son sens d'être? Madame, je pense plutôt que l'opinion nationale n'est pas dupe. Elle se rend très vite compte de quel côté est-ce que se trouve son bonheur, de qui est réellement tributaire de la recherche de la paix, parce qu'on ne peut pas parler de bonheur sans paix. Et aujourd'hui, le but du dialogue, justement, c'est pour nous éviter les cycles de violence qu'on a connus au-delà des élections de 2006 et 2011. Pourtant, on savait très bien qu'il y avait déjà des stigmates de contradiction avant d'aller vers ces scrutins. Et c'est ce que nous cherchons à éviter aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on est ridicule parce qu'on commande la paix? Peut-on être ridicule parce qu'on cherche un arrangement, un compromis, un consensus? En tout cas, même Jésus-Christ, je pense, accepterait des gens qui sont en quête et qui sont même commandeurs, comme vous le dites, un consensus autour des principes existants déjà? Non, madame, il n'y a pas de principe existant déjà. Je vous donne des exemples simples. Le président Corneille Nangaa est en train de dire qu'il est dans l'impossibilité de réaliser des élections à date prévue. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, entre autres, l'enrôlement des jeunes majeurs. Il a expliqué qu'en 2006 et en 2011, cette pratique d'enrôlement a pratiquement pris 13 mois, de 13 à 16 mois. Il serait donc, les choses étant égales par ailleurs, que ça ne puisse pas avoir le même timing cette année. Mais alors... Je rappelle que d'autres brandissaient 5 mois, 4 mois, là où d'autres brandissent 5 mois, Nangaa brandit 16 mois. Il y a une différence. Il y a un problème. Il y a aujourd'hui une réalité, c'est que on parle de 4 à 5 mois en ce qui concerne la révisitation du fichier électoral existant. Mais on parle de 13 à 16 mois en ce qui concerne l'enrôlement des jeunes majeurs qui sont à peu près à 10 millions aujourd'hui. Alors, lorsque le président de la CENI demande à ce qu'il y ait cette consultation au niveau de la Cour constitutionnelle, d'autre part, il y a une réalité, c'est que le dialogue a son importance. Pourquoi? Parce que tous les acteurs vont être là, entre autres les partenaires du gouvernement. Là où, par exemple, avec 10 hélicoptères, nous avons réussi à faire l'enrôlement sur 13 mois. Ça veut dire, arithmétiquement parlé, si on a 20 hélicoptères, on réduit de moitié ce temps. Donc, lorsque le président de la CENI présente un timing réaliste, de l'autre côté, si les partenaires mettent les moyens et appuient la République démocratique du Congo, on peut en arriver facilement à réduire les temps et à respecter le délai. C'est ça l'importance du dialogue. Donc le dialogue a tout son sens aujourd'hui, plus d'une année après, le dialogue demeure... Mais vous savez pourquoi les choses traînent. Le chef de l'État a bien sûr signé l'ordonnance, vous le savez très bien, depuis 4 mois. Mais la majorité ne peut pas se parler elle-même. Il faut qu'on fasse. C'est pas évident que de l'autre côté, on arrive à accéder à cette requête. Hein. Mais madame, le problème est que c'est le temps qui est perdu en défaveur, jusqu'à quand allez-vous attendre à ce que du l'autre peuple. Parti puisse vous rejoindre? Mais madame, vous êtes en train d'assister vous-même. Hier ou avant-hier, c'était le non catégorique. Et puis c'est devenu le non mais. Et puis c'est devenu le non, le mais. Et puis le oui, mais le oui mais. Alors, lorsqu'on va arriver au oui tout court, le temps serait déjà parti. Et ce serait de la responsabilité de qui? De ceux qui ont refusé inutilement de venir. Donc le retard, vous l'imputez à ceux-là qui refusent ou qui refusent progressivement ou qui émettent de réserve par rapport à ce dialogue. Madame, ce n'est même pas moi. C'est les faits qui sont en train de démontrer que c'est eux. Ce n'est même pas moi. Les faits. Merci beaucoup Thierry Mosenepo d'avoir été de notre ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, juste une toute dernière question par rapport à cette rentrée. On parlait ici dans le cas de Congo-Web. Pour Congo-Web, c'était, est-ce que c'est vraiment l'avant-dernière session ordinaire au niveau de deux chambres?
Madame, est-ce que le pays s'arrête pour dire que c'est l'avant-dernière session? Théoriquement, la dernière session, c'est au mois de septembre. Session ordinaire quand même. Dernière Vous session pensez par qu'il y rapport à aura, quoi, madame? Par rapport au pays? par rapport à la législature, Oh, bien entendu, madame. Il faut lire les textes de notre pays. Ils sont on ne peut plus clairs quant à ce. et surtout qu'on a un exemple avec le Sénat qui est là pendant 9 ans, donc les autres, c'est un bel exemple quand même. Si vous voulez généraliser le cas du Sénat, libre à vous. On ne peut pas non plus faire ça, on se refaire. Et pour vous, ça ne vous dérange pas qu'on puisse avoir un glissement même au niveau de ces institutions? Madame, ce qui nous dérangerait, c'est des entorses sur la loi fondamentale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la Constitution doit être respectée, comme l'a dit le chef de l'État. Merci beaucoup C'est moi d'avoir qui vous remercie. été de notre ce soir. Nous avons reçu pour vous Thierry Mosenepo avec lui. Donc, il est président national de la Ligue des jeunes CCU. Nous avons parlé, passons en revue l'actualité brûlante de l'heure ici en République démocratique du Congo. On poursuit les débats sur notre page Facebook. Appelez-nous pour vos remarques et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme en compagnie de Congo Web Télévision. On se dit au revoir et à dimanche prochain pour un autre numéro avec un autre invité.